Merci à tous d'être là. Merci aux orateurs prédécesseurs, c'était vraiment très intéressant. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ces 3 jours de conf, j'ai la chance de pouvoir vous présenter pendant 20 minutes l'architecture SIG Open Source qu'on utilise à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Donc je suis en charge du système d'information géographique à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, système qui est transversal et partagé par plusieurs acteurs, j'y reviendrai par la suite. Et la particularité de ce SIG, si tant est que ce soit une particularité, c'est qu'il est complètement open source, bâti sur des technologies open source qu'on utilise depuis 2014, donc qui sont vraiment très éprouvées, résilientes et scalables. Et je vais vous présenter ces éléments-là. Mais avant tout, je tiens à remercier les personnes qui m'ont permis de vous présenter ça, donc Cédric, Sandra et Emma. Et donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est déjà vous présenter ce que c'est qu'un système d'information géographique, qui, on va dire, sa particularité de gérer des données territoriales. Donc on a vu tout à l'heure une présentation d'Atos sur les données, sur l'accidentologie. C'est marrant parce qu'on a fait une réunion cet après-midi sur l'accidentologie, et donc nous on les cartographie ces données, parce que c'est intéressant d'avoir les caractéristiques de 2005 à 2019, mais en plus je vais vous montrer un peu comment on les exploite de notre côté, donc c'est très intéressant. Vous présentez les briques qui composent un SIG open source. Donc il y a 4 briques qui permettent de gérer les données territoriales. Donc je vais vous les présenter, comment on les utilise en interne et dans quel cadre. Donc voilà, nous sommes personnes publiques. Donc, alors pour vous présenter le contexte, donc, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis regroupe 24 communes très hétérogènes, littoral, moyen pays, arrière pays. Nous avons des communes de plus de 74 000 habitants en Antibes et des communes de moins de 100 habitants. Nous avons un territoire très hétéroclite et accidenté, aussi bien à l'arrière-pays avec un relief accidenté, peu d'habitants, beaucoup d'espaces naturels et un relief plus urbain, littoral, etc. Et sur notre territoire, nous avons le parc de Sophia Antipolis. En plus de ça, chaque commune a ses propres spécificités territoriales. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans le cadre d'un SIG, système qui, on va voir, regroupe, analyse et permet de collecter les données territoriales, de ce fait, nous avons une grande hétérogénéité de données, beaucoup de pourvoyeurs de données, puisque la CASA regroupe ces communes. Et dans le cadre de ces compétences qu'on va voir tout à l'heure, nous avons besoin de beaucoup de données territoriales pour pouvoir mener à bien nos politiques urbaines, territoriales, etc. Alors on parle beaucoup de compétences, surtout ces 2 derniers week-ends, avec les régionales, les départementales, qui fait quoi en termes de compétences, qui est chef de file de quoi. Donc nous, la CASA, nous sommes entité publique et nous avons certaines compétences qui nous sont propres, d'accord, sur le territoire, qu'on exerce en lieu et place des communes, mais en lien avec les communes, en lien avec les départements, en lien avec les régions qui eux-mêmes ont des compétences. Donc nous avons 39 compétences diverses, mais entre autres les compétences sur l'environnement, les compétences sur les logements et l'habitat social, les compétences sur le développement économique, on gère notamment les commerces de proximité, toutes les pistes cyclables, c'est de notre faute, certains chantiers sur la Sophia Antipolis, le pôle de l'innovation, etc., c'est de notre faute. L'aire d'accueil des gens du voyage, c'est de notre faute, pardon, j'aurais pas dû le dire, mais c'est une de nos compétences. Donc voilà, on gère pas mal on a beaucoup de politiques urbaines et territoriales, et à ce titre, pour les mener à bien, nous avons besoin d'une part de beaucoup de données, et notamment des données territoriales, l'accidentologie, ça je vais y revenir, etc. Et nous avons aussi besoin d'un système qui permet, 1, de les collecter, voire de les créer, quand nous ne sommes pas pourvoyeurs des données, 2, de pouvoir les stocker, 3, de pouvoir les analyser, les distribuer, et 4, de pouvoir les représenter au travers d'outils BI, bon, c'est la mode, le BI, voilà. Mais souvent, une des limites des outils open source BI, une des limites, même si ce n'est pas trop vrai, c'est la représentation cartographique. Souvent, elle est présente, je ne dis pas. Mais plus que de pouvoir représenter la donnée, nous avons besoin aussi de l'analyser. Typiquement, sur quelle voie il y a beaucoup d'accidents? Est-ce que sur ces voies, il y a des pistes cyclables? Est-ce que sur ces voies, quelle est la nature du trafic routier? Est-ce qu'il y a beaucoup de véhicules lourds, véhicules légers? Donc on a besoin de croiser tout un tas de données territoriales pour après en extraire l'information. On passe de la donnée à l'information, puis la connaissance, pour pouvoir mener à bien nos compétences territoriales. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, mais on va voir quand même qu'il y a pas mal de biais. Et donc c'est des thématique très datavore, et malheureusement, souvent, on n'a pas la donnée. La donnée n'existe pas. Alors, soit on peut la créer nous-mêmes, parce que c'est humainement possible de la créer, soit on essaye d'avoir des palliatifs et on fait sans, soit nous avons de la donnée ancienne, donc il y a une grande hétérogénéité de données. Donc, les données territoriales, c'est quelque chose qui est très hétérogène, qui sont très hétérogènes. Donc, quelles sont nos problématiques à la CASA? 1, pouvoir visualiser les données qui constituent un territoire, les espaces naturels, les zones à risque, inondations, feux de forêt, mouvements de terrain,
Les informations sur la mobilité, on travaille sur l'Observatoire des mobilités cet après-midi, on parlait d'accidentologie. Donc les lignes de bus, évidemment les lignes de bus sur notre territoire, mais aussi les lignes de bus de la métropole, les lignes de bus de Cannes, les lignes de bus de Grasse pour avoir une continuité. On a besoin d'avoir des informations sur les valeurs foncières, parce que la maîtrise du foncier est quelque chose de très important. Donc on a besoin de visualiser ces données pour comprendre comment fonctionne un territoire, afin de l'organiser au travers de projets structurants, améliorer les lignes de bus, mettre des pistes cyclables sur des voies stratégiques. On a besoin aussi de ces données pour administrer et gérer un territoire et pour anticiper ses devenirs 2030-2040. Puisque quand on fait un aménagement, souvent on est parti pour 10 ans. Quand vous faites une piste cyclable, quand vous déployez de la fibre, c'est pas quelque chose de temporaire. Et pour prendre la décision la plus optimale aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir proche, on a besoin d'avoir un maximum de données. Et donc, à ce titre, on a besoin d'avoir un système d'information géographique, comme je vous ai dit. Alors aujourd'hui, je vous ai présenté 4 briques. Donc, le système d'information géographique permet de collecter ou créer des informations territoriales transversales. Comme je vous ai dit, ça touche toutes les thématiques. Donc, à ce titre, on a un logiciel, un client lourd qui s'appelle QGIS, qui permet à beaucoup d'utilisateurs de visualiser de la donnée, créer de la donnée, mais aussi pouvoir commencer à faire des croisements et des analyses de données. D'accord ? Voilà, j'ai besoin d'aménager une serre agricole ou autre chose. Il y a un gros volet agricole à la CASA, on travaille beaucoup dessus en ce moment. Voir un peu d'abord les prix du foncier, voir ce qu'il est possible de faire, à qui appartient la parcelle, etc. etc. Donc QGIS permet de visualiser les données, je vais y revenir par la suite, et aussi de commencer à les analyser. Ce n'est pas juste un outil, je vois des données territoriales sur une carte et je suis content. Ça permet aussi de commencer à les analyser, de permettre à tous les utilisateurs d'analyser ces données territoriales en autonomie. Le deuxième volet, c'est de pouvoir les stocker, et à ce titre, on utilise PostgreSQL, d'accord, et PostGIS, qui est l'extension géographique de PostgreSQL, donc c'est un système de gestion de base de données, et PostGIS, c'est une extension qui permet de gérer les données spatiales, et à ce titre, ça nous permet d'avoir pas mal de commandes géographiques, ça nous permet de gérer les données territoriales de façon optimale, j'ai envie de dire. Ensuite, étant donné la grande hétérogénéité de données que l'on a à notre disposition, des données qui peuvent être soit des fichiers Excel, CSV, comme on peut trouver pour l'accidentologie, mais aussi des données en GeoJSON, des données en KML, des données avec une adresse. Nous avons de la donnée territoriale contenue dans vos photos, on a de la donnée territoriale un peu partout, donc de la donnée très, très hétérogène. On a besoin de pouvoir les retravailler et automatiser ces traitements. Donc on utilise des ETL spatiaux, ce qu'on appelle des ETL classiques, mais qui ont des algorithmes qui permettent de traiter la donnée territoriale. Donc nous on utilise QGIS Modeler, je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure. Il y a aussi FME qui n'est pas du tout open source, donc vous ne l'avez pas entendu, mais on utilise aussi en interne. Et un des enjeux des ETL, c'est vraiment d'être en mesure de gérer un grand stock de données de façon résiliente, parce que, comme vous l'avez dit, 800 000 données, je suis impressionné par les calculs, les 2 millions en quelques secondes. Nous, dans nos bases de données, au total, on a une cinquantaine de bases de données économiques, sociales, environnementales, etc. On a 15 millions de lignes sur notre territoire. Et bon, là, c'était sur toute la France, l'accidentologie, mais c'était, voilà, donc on est sur des petits, on n'est pas encore sur du big data. Donc l'intérêt de l'ETL spatial, c'est de pouvoir être en mesure de lire tout un stock de données dans des formats très hétérogènes et pouvoir les convertir dans un format uniforme afin de pouvoir les traiter. Parce que l'hétérogénéité des données, ça a un frein, c'est qu'à un moment donné, on a du mal à les comparer. Je vais y revenir par la suite parce que ce sont des dates différentes. C'est dur quand vous mettez en place une stratégie de mobilité, c'est ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui. Mais quand vous avez des données de trafic de 2014, des données de déplacement de 2009, des données de population de 2019, si vous mélangez tout, ça ne fait rien du tout en vrai. Hein, ouais. Donc ça, c'est aussi, avec les ETL spatiaux, on essaye un peu d'uniformiser toutes ces données hétérogènes. Une fois qu'on les a uniformisées via des scripts automatiques, via un ETL, eh ben on essaie après de pouvoir partager l'information, parce que l'avoir en base de données, l'avoir retravaillé, c'est bien, mais ça ne sert à personne. Et la distribuer soit au travers de web services cartographiques, qui vont permettre de partager cette information dans des systèmes qui sont non géographiques, justement. Parce que l'intérêt d'un SIG, c'est d'être en mesure de capter cette donnée territoriale, la retravailler, créer des outils de reporting, des cartes interactives, etc., mais aussi d'alimenter d'autres systèmes qui sont consommateurs de données territoriales, mais qui ne sont pas des systèmes d'information géographique. Typiquement, on utilise des outils de GMAO, de gestion de bâtiments, d'intervention sur le bâtiment. Ils ont besoin de données territoriales, la localisation des bâtiments, la localisation des points d'apport volontaires et autres, pour après pouvoir effectuer toute une série d'interventions via d'autres logiciels. Donc, afin de permettre à la donnée territoriale de naviguer entre les systèmes et entre les outils métiers, eh bien, on utilise des web services cartographiques, donc qui permettent de distribuer la donnée en GeoJSON, format classique, en XML,
On va avoir d'autres formats aussi. Et pour ça, on utilise un outil qui s'appelle QGIS Server, qui est un serveur cartographique qui permet de distribuer la donnée SIG via des web services. Et enfin, pour aider, mettre en place des outils d'aide à la décision, c'est-à-dire permettre à nos directeurs déjà élus de visualiser la donnée territoriale sans ouvrir un logiciel technique, sans leur parler de technique même. On met en place des outils cartographiques, des tableaux de bord qu'on bâtit sur des librairies open source que sont Leaflet et OpenLayers. Je vais y revenir par la suite. Donc ça sont les briques qui constituent un SIG. Un client lourd, un système de base de données, un ETL, des web services et des outils d'aide à la décision en mode web. Donc rapidement, le propre d'un système d'information géographique, c'est de traiter de la donnée territoriale, même s'il peut traiter d'autres types de données, mais son essence, c'est la donnée territoriale. Alors une donnée territoriale, qu'est-ce que c'est? Souvent, on l'assimile à un point, un POI, un XY, parfois Z, d'accord, voilà, la localisation de Polytech, la localisation des points d'apport volontaires. Mais ça peut aussi se matérialiser sous forme de réseau ou de lignes, les pistes cyclables, les lignes de bus, etc., etc. Ça peut se matérialiser aussi sous forme de polygones, donc de zones, une zone à risque d'inondation, ça peut être l'emprise du bâtiment, qu'est-ce que nous avons d'autre? Les zones agricoles. Donc ça, c'est trois formes-là, une donnée géographique, un point ou une ligne ou un polygone. Ça peut être matérialisé avec du Z, d'accord. Donc, et ça, je vais y revenir par la suite parce que maintenant, avec les drones, etc., il est possible de capter beaucoup de données territoriales en 3D qu'on peut maintenant exploiter de façon précise dans le cadre de beaucoup de politiques, je vais y revenir par la suite. Et ça peut être aussi des données raster, des images, une image aérienne, une image infrarouge ou d'autres types de données. Donc un système d'information géographique est en mesure d'assimiler ces quatre types de données, des points, des lignes et des polygones qui sont des données vectorielles et des images qui sont des images aériennes, des images infrarouges ou d'autres types d'images qu'on peut avoir soit par satellite, soit par drone, etc., etc. Donc une donnée territoriale, ça peut être défini de la sorte. Et donc la particularité encore d'un système d'information géographique et des données territoriales, c'est qu'en plus d'avoir une localisation, X, Y, Z, d'avoir une emprise, un point, une ligne, une polygone, ce sont des données qui sont caractérisées. Ça veut dire qu'on va associer des éléments à cette donnée territoriale, à cette localisation géographique. Typiquement, un exemple, j'ai une piste cyclable, d'accord, j'ai un dessin d'une piste cyclable, c'est une information géographique, mais en plus, elle est caractérisée. Il y a une voie, il y a deux voies, il y a un revêtement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du marquage au sol, la ligne de bus, vous avez le tracé de ligne de bus, mais quel est le numéro, quels sont les horaires? Donc nous avons des données territoriales qui sont représentées sur le territoire, et en même temps des données qui sont caractérisées. Et c'est là qu'on va pouvoir faire beaucoup d'analyses, qu'on va pouvoir sortir, passer de la donnée à l'information. En croisant, la localisation. Je veux les pistes cyclables. Je ne sais pas pourquoi je focalise sur les pistes cyclables, mais bon, c'est les pistes cyclables qui freinent aujourd'hui. Les pistes cyclables qui sont en zone inondable, les pistes cyclables qui passent à moins de 300 mètres d'un établissement de santé, d'une école, tout ce genre d'informations. Et j'ai envie de savoir, par exemple, de savoir voilà, les pistes cyclables qui ont deux voies et qui passent à proximité d'une école. J'ai envie d'avoir la liste des pistes cyclables qui sont en zone inondable et qui sont en milieu urbain. Voilà, tout un tas d'informations. Et on peut faire toutes ces requêtes, tous ces croisements, parce que les données disposent d'une localisation, mais aussi de caractéristiques, d'éléments qui permettent de la caractériser, de compléter l'information sur la localisation. Typiquement, là, on a mis un exemple. Vous avez des bâtiments, vous avez la couleur du toit, vous avez... est-ce qu'il y a un balcon, l'année de construction? Et ça nous permet après de pouvoir faire des requêtes de sélection, des traitements géospatiaux plus poussés que si on avait juste la localisation XY. Donc là, c'est juste un exemple d'une carte interactive. En vert et en rouge, ce sont les pistes cyclables. On voit qu'à chaque tronçon de piste cyclable, vous avez, est-ce que c'est une voie verte, l'enrobée, la longueur, la nature et une photo. Donc voilà, ça c'est un exemple de données géographiques, données territoriales qui est caractérisée. C'est-à-dire qu'on a plus que la localisation, on a même une photo qui est associée. Et donc ça, voilà, c'est de la donnée qui est ce qu'on caractérise comme géographique. Donc voilà, donc ça, je reviens sur les composants que je vais vous présenter un par un désormais. Donc tous sont open source, tous s'installent aussi bien sur Linux que sur Windows. Étant donné qu'autour du système d'information géographique, il y a aussi une notion d'acteur très important. C'est qui va agir sur le système pour mettre à jour les données, qui va les visualiser, qui va pouvoir les modifier ou créer de la donnée. Et à ce titre, on a plein d'acteurs. Comme je vous ai dit, on regroupe 24 communes, mais nous avons le département, on travaille avec les communes, on travaille avec la région.
Et tous ces acteurs divers vont devoir intervenir sur la donnée. Certains vont la modifier, certains vont la visualiser, certains vont la valider. Et à ce titre, on n'a pas que des experts informatiques. C'est pour ça je vais vous présenter des outils qui sont utilisables en théorie par des personnes non techniques. En tout cas, en interne, c'est comme ça qu'elles se caractérisent. Donc, utiliser un QGIS, il n'y a pas besoin de code. C'est un logiciel basique qui permet de faire des cartes basiques. Voilà. Ça demande un temps d'adaptation. Mais autour de chaque outil, il y a un système d'acteurs qu'il faut prendre en compte. Donc, un dernier élément, donc, je vous ai dit, il y a des clients, des frameworks, des serveurs, des ETL, des bases de données, des clients lourds. Et un petit élément dans une architecture de données géographiques à prendre en compte sont les métadonnées. Et nous avons un catalogue de métadonnées qui est lui-même open source, et c'est l'élément essentiel. Alors, qu'est-ce qu'un catalogue de métadonnées? Pour ceux qui savent, c'est la description des données. D'accord? Et typiquement, pour l'accidentologie, vous avez dû labelliser les données, vous avez dit. On a beaucoup de données codées. Typiquement, je reviens, on a les données sur l'accidentologie, on a une colonne classe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Et 1, ça veut dire qu'a touché les véhicules, 2, qui a touché des deux roues, 3, qui a touché des piétons, etc., etc. Donc, les utilisateurs chez nous qui vont avoir accès à la donnée ont besoin de pouvoir décoder cette donnée, d'accord? De pouvoir dire, OK, dans la colonne classe, le 1, ça veut dire ça, le 2, ça veut dire ça, le 3, ça veut dire ça. Ils ont besoin d'avoir la date des données. Ils ont besoin de savoir qui est le pourvoyeur des données pour pouvoir la réutiliser au mieux dans le cadre de leur métier, d'accord? Et donc, le catalogue de métadonnées permet de renseigner les données, de définir les caractéristiques des données, les composants des données. Je prends à chaque fois un exemple, toujours le même, c'est les locaux vacants, les logements vacants. Ça, c'est une donnée qui intéresse les maires très fortement dans le cadre de plein de leurs compétences. Et il y a beaucoup de pourvoyeurs de données. Vous avez les impôts qui donnent une donnée sur les locaux vacants, vous avez l'INSEE qui donne une donnée sur les locaux vacants, par commune et par an, et vous avez un autre pourvoyeur de données qui donne les locaux vacants par commune et par an. Et manque de bol, les trois données donnent 3 chiffres différents, ce qui est vraiment problématique, d'accord? Et quand vous donnez ça aux élus, vous dites, voilà, il y a 3 sources de données, ils disent, qu'est-ce que c'est, d'où vient cette différence, Et les différences s'expliquent parce que les 3 organismes ont des définitions de locaux vacants qui sont différentes et qui regroupent des éléments différents. En soi, les 3 sont justes, d'accord? Il faut juste trouver à quoi pense un élu quand il dit locaux vacants et lui donner la donnée qui se rapproche le mieux de sa définition. Et à ce titre, le catalogue de métadonnées permet aux utilisateurs de voir la donnée, mais de voir aussi sa généalogie, comment elle a été créée et qu'est-ce qu'elle regroupe, qu'est-ce qui est caché derrière ces données. C'est important pour ne pas faire des contre-analyses ou des erreurs d'analyse et de produire des résultats qui sont contre-intuitifs. Donc le catalogue de métadonnées est une brique très importante de l'architecture de données qui permet aux utilisateurs de comprendre la donnée et de pouvoir ensuite la réutiliser dans le cadre de leurs compétences. Donc on a des outils de collecte de données terrain qui sont open source aussi, mais ça j'en parlerai pas. Et donc l'intérêt de tout système d'information à mon sens c'est d'être interopérable, c'est-à-dire que les données qui sont contenues dans SIG peuvent être réutilisées dans tous les autres SI sans frein, sans avoir à retravailler la donnée, sans avoir à faire de la double saisie, etc., parce que sinon on se flingue tous, et moi le premier. Donc l'interopérabilité est quelque chose de central. Et au centre de l'architecture SIG, il y a bien sûr les données et les bases de données. C'est vraiment le cœur, j'ai envie de dire. Vous pouvez avoir la meilleure architecture du monde, la plus résiliente possible, la plus rapide possible. Ça vous est donné erronées. Si vous avez des données de mauvaise qualité ou des données mal renseignées, vous ferez n'importe quoi, il y aura des contre-analyses. Voilà. Et c'est vraiment le cœur de tout, à notre sens, ce sont les données. Et c'est ce qu'on essaye le plus de blinder. Donc QGIS, rapidement, pour revenir sur les outils. Donc c'est un outil open source qui est en mode client lourd, qui s'installe sur le PC des utilisateurs. Ça marche sur Linux, Windows, etc. La particularité de QGIS, bon déjà on est en version 3.16, c'est un projet qui a énormément évolué, qui est capable de lire plus de 100 formats de données différents, qui est capable, donc qui lit du vecteur, du raster, qui est capable de se connecter à des bases de données, à des web services, etc., etc. Donc qui est capable d'afficher et on peut visualiser tout un tas de données territoriales au travers de QGIS. Donc ça c'est le premier intérêt, c'est de permettre aux utilisateurs de voir les données territoriales. Et 2, il est possible de faire des traitements de l'analyse spatiale au travers de ces données. D'accord? Où se situent les pollutions industrielles, puisqu'on a des données sur les pollutions industrielles. Est-ce qu'on se situe en zone naturelle sensible? On veut installer des bacs pour collecter les déchets. Dans la RPI, manque de bol, on est en zone naturelle sensible et donc on ne peut pas installer de bacs pour les déchets. Donc ça permet de visualiser des données, commencer à les croiser, à les retravailler pour commencer à en sortir des informations nouvelles. Un autre intérêt de QGIS, c'est qu'il dispose de plus de 450 algorithmes natifs de croisement de données. Alors vous avez des outils, typiquement une piste cyclable sur une pente qui est à 30 degrés, à 30%, bon, c'est pas facile, quoi. Donc il est possible de croiser des données territoriales avec des données sur le relief.
Donc ça, ce sont des algorithmes génériques. Vous avez des algorithmes métiers en lien avec l'ensoleillement, des algorithmes métiers en lien avec l'hydrologie, des algorithmes métiers en lien avec l'infiltration des eaux, des algorithmes métiers sur l'optimisation des déplacements. Donc c'est plus de 450 algorithmes natifs qui, lorsque vous avez les données adéquates, permet de faire ressortir, permet de les croiser et de ressortir des analyses et de nouvelles informations. Ensuite, une des grosses features de dernière version de QGIS, c'est qu'il est capable de lire des nuages de points. Qu'est-ce qu'un nuage de points? C'est pour ceux qui savent. En fait, c'est des captures 3D, d'accord, de données territoriales. Vous faites passer un drone, là, si on faisait passer un drone qui pilonnerait tout le bâtiment ou même tout le quartier avec des photos. Vous allez ressortir les images et aussi les nuages de points. Et QGIS est en mesure de afficher ces nuages de points pour vous faire ressortir des informations territoriales 3D. Important, les données territoriales 3D, c'est des données qu'on exploite très très peu au travers de SIG, les outils commencent à adapter ces nouvelles données parce qu'elles se démocratisent. Avant, on avait besoin de faire passer un avion, un ULM ou des hélicoptères. Maintenant, avec un drone, vous pouvez collecter de la donnée 3D assez facilement. Et ça permet de calculer combien d'étages vont être inondés s'il y a une inondation. Ça permet de définir s'il y a un mouvement de terrain, quelle partie de l'immeuble va être touchée. Donc ces données 3D, aujourd'hui, QGIS est capable de les lire, de les afficher, de les retravailler. Donc ça, c'est une grosse feature. Ajouté à ça, donc QGIS est un client lourd qui permet de visualiser des données cartographiques, faire de l'analyse spatiale, mais ça permet aussi de faire de la modélisation spatiale. Donc là, on rentre dans l'économétrie spatiale, dans les machine learning. Donc il ne fait pas ça tout seul. Il est capable d'implémenter des modules de R ou des modules d'autres logiciels open source afin de compléter ces 450 algorithmes existants pour ajouter des modules statistiques plus poussés pour faire de la modélisation spatiale, pour faire du prédictif, de l'explicatif, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc voilà, aujourd'hui, QGIS est un outil de projet open source qui compte 450 algorithmes natifs, qui est capable de se greffer à beaucoup d'outils open source pour étendre ces algorithmes, mais qui compte aussi 1500 plugins, qui compte un ETL, qui compte une bibliothèque de style, parce que quand vous représentez des données, les zones naturelles, ça a besoin d'être... Il y a des chartes graphiques officielles, et donc il y a des banques de données de style qui sont partagées afin de partager ces données. Alors vous avez en ETL QGIS Modeler, qui est une extension de QGIS, et qui permet de créer votre workflow de traitement de données, parce que vous savez que vous allez le faire 10 fois, plutôt que de le faire 10 fois, vous l'automatisez une fois dans QGIS Modeler, et vous pouvez le lancer à la volée, soit via une interface client lourd, soit en Python côté serveur, si vous voulez l'automatiser. Donc c'est un ETL qui est incorporé dans QGIS. Donc vous avez PostgreSQL, PostGIS, et surtout PostGIS qui implémente un grand nombre d'algorithmes spatiaux, et notamment qui permet, bon, c'est pas conseillé, mais il peut le faire, vous pouvez incorporer des données vectorielles dans QGIS, des lignes, des points, des polygones, des pistes cyclables, des zones à risque, mais vous pouvez aussi incorporer des images dans PostgreSQL et PostGIS. Donc des images raster, etc. Si vous souhaitez, c'est pas préconisé, mais ça peut le faire. Voilà, si vous voulez tester, je l'ai testé, c'est pas très... Je trouve les temps de chargement sont un peu longs, ça alourdit la base de données pour rien. Et donc, au travers de PostGIS, vous avez accès à tout un tas de commandes SQL qui vous permettent de faire des intersections, des calculs de surface, des calculs de longueur. Et vous avez aussi accès au volet, un volet d'indexation de données qui est plus poussé, parce que les données spatiales peuvent être un peu lourdes. Donc, nous, aujourd'hui, comment on alimente nos bases de données? Il y a deux pourvoyeurs différents, deux catégories de pourvoyeurs différents. Il y a nous ou nos communes ou le département ou la région qui produisons nos propres données. Soit nous allons les chercher auprès de partenaires extérieurs. Donc DataGouv pour l'accidentologie, on les trouve dessus. Vous avez les impôts, les finances, l'INPN. Bon, il y a tout un tas de pourvoyeurs de données aujourd'hui. Il y en a trop même, je trouve, à tel point qu'aujourd'hui, on a deux données similaires qui sont données par des pourvoyeurs différents avec des dates différentes. Bon, bref. Bon, je ne m'en plains pas parce que pendant longtemps, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a trop, vaut mieux trop que pas assez. Voilà. Donc nos bases de données, les alimentent soit avec des données qu'on produit nous-mêmes, soit au travers de nos pourvoyeurs. Ensuite, en serveur cartographique, on utilise GeoServer. C'est open source, c'est écrit en Java. Ça se connecte aux bases de données SIG, PostgreSQL, PostGIS. Ça peut se connecter à des fichiers plats. Et ça permet de transformer toutes vos données en web service. D'accord ? Web service, GeoJSON, Shapefile, KML. Donc je vous ai mis la liste sur le côté. Voilà, donc il y a toute une liste de fichiers. Soit vous pouvez générer des Web Feature Services, donc ce sont des données vectorielles alphanumériques. Soit vous pouvez générer des web services en images, PDF, JPEG, etc. pour générer vos propres tuiles et faire votre propre Google Maps ou votre propre OpenStreetMap ou votre propre serveur cartographique.
Donc, un élément important pour les web services, surtout quand ils gèrent de l'image, quand ils partagent de l'image, c'est le cache. Et vous avez une extension de GeoServer qui s'appelle GeoWebCache qui permet de générer en amont le cache côté serveur en fonction des tailles de tuiles, en fonction des styles, en fonction de la projection. Vous pouvez gérer la mise à jour du cache. Donc ça, c'est vraiment une extension très très importante quand vous voulez partager vos données au travers de protocoles standards. GeoWebCache est une super extension à GeoServer car elle vous permet de partager les données plus rapidement. Parce que les données cartographiques, ça peut être assez lourd à diffuser. Et donc d'avoir un cache côté serveur, ça permet d'alléger le partage des données. Donc il y a une grosse banque d'extensions. Et enfin, les outils d'aide à la décision qui sont bâtis sur Leaflet OpenLayer, de librairies open source web qui vous permettent de créer des cartes interactives en JavaScript. C'est complet, c'est ergonomique, c'est intuitif et la doc est bien faite. Donc nous, on a créé beaucoup d'outils web en interne basés sur la cartographie des bruits, les pollutions, cartographie des déplacements, cartographie des sols, etc., etc. On en a énormément et ces outils web sont responsives. Donc ça permet à nos agents d'y accéder en mode navigateur web ou sur le terrain, ce qui peut être intéressant quand vous êtes sur le terrain de savoir est-ce qu'il y a une pollution à proximité ou d'autres choses. Donc ça, ce sont pour les frameworks web. Et le géocatalogue, comme je vous disais, qui permet de décloisonner l'information, c'est-à-dire de dire en interne, vous cherchez une donnée, vous allez sur le géocatalogue, vous tapez le nom de la donnée, vous regardez ce qu'on a en interne, vous regardez quand elle existe, la date, si ça correspond à vos besoins, et vous pouvez les visualiser, voire même les télécharger si vous souhaitez. Merci à tous. Parfait, parfait. Je ne sais pas si c'est parce que je me suis levé, mais nickel. Alors, on a le temps pour quelques questions. Ah, là aussi. Ah, oui. Alors, nous, on se... Il faut répéter la question. Pardon. Alors, est-ce que les données elles-mêmes sont en open data? Alors, une partie des données qui nous sert à alimenter nos bases de données sont des données open data. D'accord. Nous, on produit des données qui nous sont propres. Soit ce sont des données de travail ou assez sensibles qu'on ne peut pas partager en open data, soit ce sont des données qui sont partageables en open data et qu'on partage soit sur le site de nos communes, parce que parfois les communes aiment bien avoir la primeur de la donnée, donc c'est elles qui on transmet les données à nos communes et elles le partagent. Typiquement, si vous allez sur le site Open Data d'Antibes, vous allez avoir beaucoup de données Open Data Antibes. Je crois que c'est le premier pourvoyeur de données Open Data en France en commune, je crois. Et donc il y a des données que nous on produit et que diffusent sur leur site, sur leur espace Open Data DataGouv. Donc oui. Ça dépend. Après, il y a des sites communes qui ne sont pas technophiles, qui n'ont pas les moyens de gérer un compte DataGouv. Donc là, non, pas sur leur compte. Mais sinon, pour le grosse commune, oui. Voilà. Je ne sais pas si j'étais clair. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions. En tout cas, voilà. Mais sur... On a deux questions du coup. Ah, pardon. Alors, on va commencer par Masquerot. Alors, OpenStreetMap, vous avez le fond de carte qui est utilisé de façon support pour toutes nos cartes. En ce qui concerne les données, on se sert d'OpenStreetMap quand on n'a pas de données plus fiables. D'accord ? C'est à défaut de données, on va sur OpenStreetMap voir ce qui existe. Si on a des données plus fiables, on prend les données plus fiables. D'accord ? Typiquement, nous, on gère nos pistes cyclables, donc on a des données pistes cyclables. Et quand on va sur OpenStreetMap, les données pistes cyclables qu'OpenStreetMap donne ne sont pas les mêmes que nous. D'accord ? Pourquoi ? Parce que nous, on a une définition de piste cyclable qui n'est pas la même que les utilisateurs d'OpenStreetMap. Donc, à ce titre, voilà, ça dépend. Nous, on les prend à défaut de rien du tout. S'il n'y a rien, on prend. Sinon, avec des pincettes. Voilà. Parce que après, nous, en tant qu'organisme public, voilà, on a des choses qui ne correspondent pas vraiment à OpenStreetMap, enfin, à la définition qu'a OpenStreetMap de certains jeux de données. Donc, voilà. Mais sinon, on peut s'en servir. Pour les parkings, on va les chercher sur OpenStreetMap, par exemple. Mais voilà. En tout cas, c'est des super données brutes, des données super, mais à retravailler par la suite. En l'occurrence, les associations de cyclistes sont un pourvoyeur de données pour la CASA. Est-ce qu'on peut les réutiliser, par exemple ? Alors, je sais qu'il y a un UMAP pour les données des associations de cyclistes. Je sais qu'on travaille beaucoup avec eux, notamment, on les rencontre très souvent. Donc, on se base sur leurs données, notamment pour établir de nouvelles pistes cyclables et de leur retour lorsqu'on veut mettre en place de nouvelles pistes cyclables. Typiquement, un retour qu'ils nous avait fait, c'était, vous avez des pistes cyclables, d'accord, qui passent, et puis vous avez une benne point d'apport volontaire vert, d'accord. Et en fait, c'est super con de mettre une benne point d'apport volontaire vert à côté d'une piste cyclable parce qu'il y a du verre éclaté par terre. Les mecs, ils prennent leur vélo et ils explosent leurs pneus, tu vois. Et ben ça, c'est typiquement oui. Là, oui, on s'est dit,
on s'est basé sur leur retour pour changer le tir. Et voilà. Donc oui, le retour utilisateur, dans le domaine territorial, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. Alors, est-ce qu'après, on fait des campagnes avec les utilisateurs? Non, mais dans ce cadre-là, pour les vélos, oui, on est en contact avec ces associations. Il y a même un Slack qui est partagé avec ces associations, donc oui.